Et si tout ce que nous croyons savoir sur notre passé n'était qu'un fragment, sous la surface de notre histoire, dans les strates oubliées du temps, dort un savoir que la science moderne ne peut pas expliquer. Des civilisations effacées, des symboles gravés dans la pierre, des structures défiant la logique du temps. Et si le véritable savoir de l'humanité n'avait jamais disparu? Nous avons exploré la Lune, cartographié Mars. Mais avons-nous seulement compris notre propre origine? Des bibliothèques de pierre, des archives enfouies sous des millénaires de silence. Des connaissances codées non pas dans des livres, mais dans l'ADN, dans l'architecture, dans les étoiles elles-mêmes. Ce que nous appelons progrès n'est peut-être qu'un souvenir réactivé. Et si notre ère de l'information n'était qu'un écho d'un âge d'or oublié? Ce soir, nous ouvrons les portes d'un monde que l'histoire officielle ne peut expliquer. Un monde où chaque ruine murmure un secret. Un monde où la vérité a été volontairement effacée. Bienvenue dans les bibliothèques cachées de la Terre. Là où le savoir ancien attend d'être redécouvert. Göbekli Tepe, la bibliothèque de l'aube. Dans les plaines arides du sud-est de la Turquie, là où le croissant fertile a donné naissance à l'agriculture, se cache quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose qui a capturé l'imagination des archéologues et des historiens, et qui a brisé notre compréhension de l'aube de la civilisation. À près de 12 000 ans avant aujourd'hui, reposant sur le sommet d'une colline artificielle, se trouve une structure qui défie la logique. Göbekli Tepe, un complexe massif de piliers mégalithiques, certains pesant plus de 20 tonnes, disposés en cercle parfait. Découvert dans les années 1990 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, le site a immédiatement provoqué la controverse. L'imagerie géomagnétique a révélé une forme qui semblait plus relever d'une planification avancée que d'un campement primitif. Des piliers en forme de T, lisses et sculptés, ornés de bas-reliefs complexes, scorpions, lions, serpents et vautours. Les premières datations au radiocarbone ont confirmé l'impensable. Ce temple, ou quoi que ce soit, a été construit 6000 ans avant Stonehenge, 7000 ans avant les premières pyramides de Gizeh. Il a été construit par des gens que nous considérions comme de simples chasseurs-cueilleurs. Des gens qui n'avaient pas encore inventé la poterie, l'écriture ou même la roue. Pourtant, ils ont érigé ce que l'on appelle le premier temple du monde, nécessitant une organisation sociale, une ingénierie et une vision du monde que nous ne pensions pas possible pour cette époque. Les sceptiques et les archéologues traditionnels ont analysé les données. Certains affirment que le site n'est qu'un lieu de rassemblement rituel, un centre de festin pour différentes tribus. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un monument funéraire complexe, bien qu'aucune tombe majeure n'ait été trouvée. Mais même parmi les experts, la sophistication des sculptures, l'alignement astronomique présumé de certains piliers et l'ampleur même du projet ne cadrent pas confortablement avec l'image d'hommes des cavernes vêtues de peau. Ajoutant encore à l'intrigue, il y a les phénomènes étranges de sa préservation. Vers 8000 avant Jésus-Christ, pour une raison que nous ignorons totalement, les bâtisseurs de Göbekli Tepe ont délibérément enterré leur création. Ils ont transporté des millions de tonnes de terre et de débris pour recouvrir entièrement le site, le scellant comme une capsule temporelle. Pourquoi? Pourquoi construire le monument le plus spectaculaire de l'âge de pierre, pour ensuite l'ensevelir méticuleusement? Était-ce une offrande? Ou protégeait-il quelque chose? C'est ici que commence la spéculation. Si ce n'est pas seulement un temple, est-ce une bibliothèque de pierre? Les animaux sculptés ne sont-ils pas de simples décorations, mais des symboles, un langage perdu? Certains chercheurs, comme Andrew Collins, suggèrent que les piliers sont alignés sur le lever de l'étoile Sirius. D'autres, comme Graham Hancock, postulent que les sculptures, en particulier le pilier 43, le pilier du vautour, ne sont pas de simples animaux, mais une carte du ciel. Une carte montrant un événement cataclysmique. Le pilier 43 montre un homme sans tête, un vautour, et des symboles astraux qui, selon certains, correspondent à une constellation à une date précise, environ 10 950 avant Jésus-Christ. L'époque exacte de l'impact présumé du Dryas récent, un événement cométaire qui aurait plongé le monde dans un âge glaciaire soudain et anéanti les civilisations avancées de l'époque. Göbekli Tepe était-il une bibliothèque astronomique? Un mémorial construit par les survivants d'un monde perdu, un avertissement pour l'avenir, gravé dans la pierre pour résister à l'épreuve du temps? Si c'est le cas, quel savoir contenait-il? Une connaissance de la précession des équinoxes? Une compréhension des cycles cosmiques?
La symétrie presque parfaite, les angles droits et la planification complexe suggèrent un savoir mathématique et géométrique qui ne devrait pas exister avant les Grecs. Inévitablement, les théories ont commencé à émerger. Certains pensaient qu'il s'agit de l'œuvre d'une culture mère inconnue, peut-être les survivants de l'Atlantide, enseignant aux chasseurs-cueilleurs locaux comment construire. D'autres y voient la preuve que l'agriculture n'a pas conduit à la civilisation, mais que la civilisation, ou du moins, le besoin de construire ce site, a conduit à l'agriculture pour nourrir les travailleurs. Et pour ajouter encore au feu, les fouilles n'ont découvert qu'environ 5% du site. Plus de 20 autres enceintes circulaires de piliers géants attendent sous terre, détectées par radar. Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou voyons-nous simplement ce que nous voulons voir, interprétant des sculptures ambiguës à travers le filtre de nos propres obsessions apocalyptiques? Ce que nous savons, c'est ceci. Göbekli Tepe est réel. Il repose là, silencieusement, sous les collines de Turquie, comme le premier point d'exclamation de l'humanité. Qu'il s'agisse d'un temple, d'un observatoire ou d'une bibliothèque de pierre laissée par une civilisation perdue, il reste non classifié, non résolu, à peine effleuré. Et c'est peut-être ce qui le rend si troublant. Serait-ce l'un des chapitres oubliés de la Terre, enterrés sous des millénaires de terre, ou juste un autre exemple de la façon dont nos ancêtres dépassent nos attentes? Pour l'instant, le site reste dans l'attente. Et la question continue de flotter. Quel autre savoir se cache juste au-delà de la portée de notre ruelle, juste au-delà de l'aube de notre mémoire? Les archives akashiques, la bibliothèque de l'éther. Au-delà des pierres froides de Göbekli Tepe, où un savoir inexplicable reste immobile sous la terre, un autre énigme nous attend. Une bibliothèque si vaste qu'elle ne peut être contenue dans aucun bâtiment, si omniprésente qu'elle est invisible. Elle se trouve sous les vagues chaudes de la conscience humaine, une région de synapses en constante activité, de souvenirs profonds et de mythes anciens. Là, dans le royaume de la métaphysique et de la théosophie, se trouve le concept des archives akashiques. Un nom qui porte en lui le poids du mysticisme et l'écho de la connaissance universelle. Le mot akasha vient du sanskrit et signifie éther ou espace, la substance primordiale dont tout est formé. Selon cette théorie, les archives akashiques sont une bibliothèque de l'éther. Un compendium de chaque pensée, de chaque action, de chaque événement qui s'est jamais produit, se produit ou se produira. Ce n'est pas une bibliothèque de livres, mais une bibliothèque d'âme, une vibration d'énergie où tout l'historique de l'univers est imprimé. Découvert non pas par des archéologues, mais par des mystiques comme Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, plus célèbre encore, le prophète endormi Edgar Cayce, le concept a immédiatement provoqué la controverse. L'idée suggère que cette bibliothèque n'est pas physique. Elle existe sur un plan non physique, mais elle est accessible. Accessible à ceux qui peuvent accorder leur conscience à la bonne fréquence, par la méditation profonde, le rêve lucide ou l'état de transe. Edgar Cayce, depuis son divan dans le Kentucky, prétendait entrer dans cet état et lire les archives. Il ne se contentait pas de diagnostiquer des maladies. Il décrivait en détail des vies antérieures, des événements historiques perdus, et surtout, l'histoire de civilisations oubliées. C'est Cayce qui a popularisé l'idée de l'Atlantide, non pas comme un mythe, mais comme une réalité historique. Il a décrit une civilisation technologiquement avancée, maîtrisant une forme d'énergie cristalline dont l'abus a conduit à sa propre destruction cataclysmique. Selon ses lectures, les survivants de l'Atlantide se sont enfuis en Égypte et en Amérique centrale, apportant avec eux leur savoir. Ils auraient caché leurs archives les plus importantes, non pas dans les terres, mais dans des lieux physiques, une salle des archives, Olof Record, cachée près du Sphinx à Gizeh, et dans des temples submergés aux Bahamas. Les sceptiques, les psychologues et les scientifiques ont analysé ces affirmations. Certains affirment que le concept n'est rien de plus que le subconscient collectif de Carl Jung, un réservoir partagé d'archétypes et de souvenirs humains, et non un enregistrement littéral des événements. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une simple fantaisie, d'une récupération de la mémoire ou de lecture à froid astucieuse. Mais même parmi les experts en études de la conscience, l'idée d'une mémoire non locale, d'une information qui n'est pas stockée dans le cerveau, persiste. Des expériences en mécanique quantique suggèrent un univers interconnecté où l'information est non locale. L'intrication quantique, ce qu'Einstein appelait l'action étrange à distance, montre que les particules peuvent être liées au-delà de l'espace et du temps. Et si cette bibliothèque n'était pas mystique,
mais quantique, et si chaque action laissait une empreinte indélébile sur le tissu de l'espace-temps lui-même, ajoutant à l'intrigue, il y a les phénomènes de mémoire génétique ou de savoir instinctif. Des enfants prodiges qui jouent du piano sans leçon. Des gens qui font l'expérience de déjà-vu intenses ou qui rêvent de lieux où ils ne sont jamais allés avec une précision vérifiable. S'agit-il de dysfonctionnements cérébraux ou de brèves lectures accidentelles de la bibliothèque akashique? Combien de savoir ancien n'est pas perdu, mais simplement stocké dans une archive à laquelle nous avons oublié comment accéder? Si Göbekli Tepe est une bibliothèque de pierre, les archives akashiques sont la bibliothèque de l'esprit. Inévitablement, les théories ont commencé à diverger. Certains pensent qu'il s'agit d'un outil divin, le livre de vie mentionné dans diverses religions. D'autres, dans les coins les plus spéculatifs d'Internet, proposent qu'il s'agit d'une simulation informatique, que nous vivons dans une matrice et que les archives ne sont que le disque dur du système. Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est-ce simplement la tendance humaine à voir des modèles, à désirer un sens et un ordre dans le chaos de l'existence? Ce que nous savons, c'est ceci. La conscience humaine reste le plus grand mystère de l'univers. Nous ne savons pas d'où elle vient, ni ce qu'elle est. L'idée qu'elle puisse exploiter un champ d'information universel, bien que non prouvé, n'est pas plus étrange que l'idée que la matière puisse penser. Qu'il s'agisse d'un vestige spirituel, d'un phénomène quantique ou d'un fantasme collectif, l'archive akashique reste non classifiée, non résolue, intouchable. Pour l'instant, la bibliothèque reste dans l'éther, silencieuse, attendant. Et la question demeure, si nous pouvions lire le livre de l'univers, aimerions-nous ce que nous y trouverions? Le manuscrit Voynich, le livre que nul ne peut lire. Au-delà de la bibliothèque éthérée de l'Akasha, où le savoir universel reste invisible, un autre énigme nous attend. Un objet si physique que vous pouvez le toucher, mais si impénétrable qu'il pourrait tout aussi bien être sur un autre plan d'existence. Il repose sous une sécurité maximale à la bibliothèque Bennec de l'Université de Yale. Un petit livre sans prétention, daté au carbone du début du XVe siècle. Il est connu sous le nom de manuscrit Voynich. Un objet qui a capturé l'imagination des cryptographes, des linguistes et des théoriciens du complot pendant plus d'un siècle. Il est rempli d'environ 240 pages de vélin, couvertes d'une écriture élégante et fluide, dans une langue ou un code que personne sur Terre ne peut lire. Découvert en 1912 par le marchand de livres rares Wilfried Voynich, le manuscrit a immédiatement provoqué la perplexité. Le texte, écrit dans ce qu'on appelle le voynichien, suit des règles linguistiques. Il a une structure, une entropie qui ressemble à un vrai langage. Mais il ne correspond à rien de connu. Et puis il y a les illustrations, des dessins étranges et enfantins qui ajoutent au mystère. Le manuscrit est divisé en sections. Une section botanique, remplie de plantes qui n'existent pas. Des fleurs composites, avec des racines et des feuilles greffées ensemble de manière impossible. Une section astronomique, avec des diagrammes zodiacaux complexes, mais avec des constellations que nous ne reconnaissons pas. Une section balnéologique, montrant des femmes nues pâles, souvent avec des ventres gonflés, se baignant dans des fluides verts complexes, reliés par des systèmes de plomberie organique étranges. Une section cosmologique, avec ce qui ressemble à des galaxies ou à des îles. Et une section pharmaceutique, avec des bocaux d'apothicaires et des sections de plantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les meilleurs cryptanalystes américains, ceux qui ont cassé les codes japonais, ont essayé. Ils ont échoué. Des linguistes, des historiens, des botanistes. Tous ont échoué. Les sceptiques et les historiens ont analysé les données. Certains affirment que le manuscrit n'est rien de plus qu'un canular élaboré du XVe ou XVIe siècle. Peut-être créé par Voynich lui-même pour l'argent, bien que la datation au carbone rende cela difficile, ou par un alchimiste comme Édouard Kellet pour tromper l'empereur Rodolphe II. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un chiffre, un texte connu, peut-être en latin ou en hébreu, obscurci par un algorithme complexe. Mais si c'est le cas, c'est le meilleur chiffre jamais créé. Mais même parmi les experts, le naturel du texte, sa fluidité, suggère qu'il ne s'agit pas d'un code laborieusement écrit, mais d'un langage réel. Mais lequel? Ajoutant à l'intrigue, il y a les tentatives modernes. Récemment, des chercheurs utilisant l'intelligence artificielle ont affirmé avoir trouvé des modèles. Une équipe a suggéré que 80% des mots étaient en hébreu ancien, mais la traduction qui en résulte est un non-sens poétique. Une autre IA a suggéré qu'il s'agissait d'un dialecte proto-roman perdu.
Plus on enquête, plus les questions se posent. Si c'est un canular, pourquoi est-il si incroyablement complexe et cohérent en interne? Si c'est un code, pourquoi personne ne peut-il le déchiffrer? Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est ici que commence la spéculation. Et si le manuscrit Voynich était la bibliothèque d'un seul homme, l'œuvre d'un esprit isolé, peut-être un mystique ou un hérétique, créant sa propre langue pour documenter un savoir interdit? Certains pensent qu'il s'agit de glossolalie, l'acte d'écrire en langue, un texte canalisé depuis une source inconnue. D'autres, dans les coins les plus spéculatifs d'Internet, proposent qu'il n'est pas humain du tout. Est-ce un manuel extraterrestre, un guide botanique d'une autre planète, accidentellement laissé derrière? Ou, comme le suggèrent certains, est-ce un artefact d'une autre dimension ou d'une chronologie alternative? Les plantes sont-elles étranges parce qu'elles sont inventées ou parce qu'elles proviennent d'un monde que nous ne connaissons pas? Les femmes dans les bains vers effectuer un rituel, ou s'agit-il d'un diagramme de clonage ou de gestation artificielle? Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est-ce simplement un journal magnifiquement absurde, le Fingon-Wake de l'alchimie médiévale, conçu pour résister à l'interprétation? Ce que nous savons, c'est ceci. Le manuscrit Voynich est réel. Il est là, reposant silencieusement à Yale, un livre ouvert que personne ne peut lire. C'est l'artefact le plus mystérieux du monde. Une bibliothèque dont nous avons la clé, mais nous avons oublié comment elle fonctionne. Qu'il s'agisse d'un canular sophistiqué, d'un code incassable ou de quelque chose de bien plus étrange, il reste non classifié, non résolu, intouchable. Pour l'instant, le livre reste dans l'obscurité, silencieux, attendant. Et la question demeure, quel secret vaut la peine d'être caché dans une langue que personne ne peut parler? Les lignes de Nazca, la bibliothèque écrite sur le monde. Au-delà du vélin impénétrable du manuscrit Voynich, où une bibliothèque cachée reste silencieuse à Yale, un autre énigme nous attend. De l'autre côté du monde, sous le soleil brûlant du sud du Pérou. Là, dans l'un des environnements les plus secs de la planète, le plateau de Nazca s'étend comme une toile de poussière liquide. Et sur cette toile, gravée dans le sol du désert, se trouve une bibliothèque que vous ne pouvez pas lire. Du moins, pas depuis le sol. Des centaines de figures massives, ou géoglyphes, s'étendent sur plus de 80 km. Des lignes droites parfaites qui courent sur des kilomètres, traversant des collines et des ravins sans dévier. Des formes géométriques. Et, plus célèbres encore, des représentations gigantesques d'animaux. Une araignée, un colibri, un singe, un condor. Découvertes dans les années 1920, lorsque les premiers vols commerciaux ont survolé la région, les lignes de Nazca ont immédiatement provoqué la perplexité. Elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, par la culture Nazca. Ils l'ont fait en retirant les cailloux sombres et oxydés de la surface pour révéler le sable plus clair en dessous. La précision est stupéfiante. L'araignée, par exemple, mesure 45 mètres de long et est dessinée d'une seule ligne continue. Le colibri a une envergure de 66 mètres. Mais la question qui hante les scientifiques et les archéologues depuis un siècle est « Pourquoi ? Pourquoi créer des œuvres d'art si massives qu'elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis le ciel, des siècles avant l'invention du vol ?» Les sceptiques, les archéologues et les anthropologues ont analysé les données. La théorie dominante est qu'elles sont rituelles. Des chemins processionnels. Les Nazca marchaient le long des lignes lors de cérémonies religieuses, peut-être pour invoquer la pluie dans ce désert aride. Les animaux étaient des symboles de divinité de l'eau ou de la fertilité. D'autres suggèrent qu'elles sont liées à l'eau d'une manière plus pratique. Beaucoup de lignes semblent pointer vers des sources d'eau souterraines, les Pukyos, qui parsèment le désert. C'était une carte de l'eau. Mais même parmi les experts, ces théories ne satisfont pas tout le monde. La précision mathématique de certaines lignes, la complexité des figures, suggèrent quelque chose de plus. C'est ici qu'intervient Maria Resch, la mathématicienne allemande qui a consacré sa vie à étudier les lignes. Elle était convaincue qu'il s'agissait d'une bibliothèque astronomique, un immense calendrier céleste. Elle a affirmé que l'araignée était liée à la constellation d'Orion et que le singe correspondait à la grande ours. Elle croyait que le peuple Nazca utilisait le plateau comme un observatoire géant pour prédire les solstices, les équinoxes et les événements célestes cruciaux pour l'agriculture. La bibliothèque était écrite sur la terre, mais elle parlait du ciel. Ajoutant à l'intrigue, il y a la nature de leur préservation. Elles survivent parce que le climat est si sec et si stable. Mais la précision,
Comment ont-ils maintenu des lignes si droites sur des kilomètres sans perspective aérienne? Ont-ils utilisé des modèles à petite échelle, des piquets et des cordes, ou quelque chose d'autre? Et puis, inévitablement, les théories les plus spéculatives ont commencé à émerger. Dans les années 1960, Erich von Däniken, dans son livre Chariot of the God, a posé une question qui allait définir le mystère pour des générations. Et si les lignes n'étaient pas faites pour être vues par les dieux, mais par des visiteurs? Il a suggéré que les lignes droites et les formes géométriques n'étaient pas des chemins, mais des pistes d'atterrissage. Des pistes pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Les Nazca, selon cette théorie, n'étaient pas les architectes, but les imitateurs. Ils auraient vu les dieux, des astronautes antiques, atterrir dans leurs vaisseaux de feu. Après leur départ, ils auraient créé les géoglyphes pour les supplier de revenir, comme un culte du cargo primitif. L'une des figures est même surnommée l'astronaute, une silhouette humanoïde sur le flanc d'une colline, semblant faire un signe de la main. Est-ce une curiosité géologique et anthropologique ou quelque chose de plus? Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est-ce simplement notre tendance moderne à voir des extraterrestres partout où nous trouvons une ingénierie ancienne impressionnante? Ce que nous savons, c'est ceci: les lignes de Nazca sont réelles. Elles sont là, reposant silencieusement dans le désert, une bibliothèque de symboles géants. Qu'elle soit un appel à la pluie, un calendrier stellaire ou un message pour les étoiles, elles restent non classifiées, non résolues, intouchables. Pour l'instant, les lignes restent dans l'obscurité, silencieuses, attendant. Et la question demeure: si nous écrivions un message à l'univers, que dirions-nous? Et sur quelle toile l'écririons-nous? L'héritage d'Atlantide, la bibliothèque noyée. Au-delà des sables du Pérou, où une bibliothèque de géoglyphes reste immobile sous le ciel, un autre énigme nous attend, le plus grand de tous. Sous la surface de l'océan se cache un monde plus vaste et plus étrange que tout ce que nous avons trouvé dans les étoiles. Un lieu où la lumière du soleil s'éteint, la pression écrase l'acier et le temps semble suivre ses propres règles. Nous avons déjà parlé des anomalies des profondeurs. Mais que se passe-t-il si ces anomalies ne sont pas isolées? Et si elles sont les avant-postes d'une bibliothèque entièrement perdue, une civilisation entière avalée par les vagues? L'histoire commence il y a 2400 ans, avec le philosophe grec Platon. Dans ses dialogues, Timée et Critia, il décrit une puissance insulaire située au-delà des colonnes d'Hercule. Une civilisation d'une richesse et d'une puissance incroyables, avec une ingénierie avancée, une capitale de cercles concentriques de terre et d'eau. Il l'appelait Atlantide. Platon a écrit qu'après une guerre ratée contre Athènes, l'Atlantide a subi la colère des dieux. En un seul jour et une seule nuit funeste, l'île a été secouée par des tremblements de terre et des inondations, et a disparu dans les profondeurs de la mer. Pendant des siècles, l'histoire a été considérée comme une allégorie, une fable morale de Platon sur l'orgueil et la chute d'un empire. Mais, et si ce n'était pas le cas? Le XXe siècle a vu la montée des atlantologues, des chercheurs qui croient que l'histoire de Platon était un fait historique. Et ils ont commencé à chercher. Les sceptiques, les géologues et les historiens ont analysé les données. Ils affirment qu'il n'y a aucune preuve. La géologie marine ne montre aucun continent englouti dans l'Atlantique. L'histoire est probablement une version magnifiée de l'éruption minoenne de Terra, Santorin, qui a détruit une civilisation de l'âge du bronze. Mais la légende persiste, et des anomalies continuent d'apparaître. Tout comme l'anomalie de la mer Baltique, il y a la route de Bimini. Découverte en 1968 au large des Bahamas, une formation de blocs de calcaire rectangulaire massif, s'étendant sur près d'1 kilomètre, ressemblant étrangement à une route ou à un mur massif. Les géologues affirment qu'il s'agit de roches de plage, une formation naturelle de sédiments cimentés, fracturés en blocs rectangulaires. Mais d'autres, y compris ceux qui l'ont découverte, ont affirmé avoir vu des blocs à plusieurs couches, des marques d'outils et des pierres de soutènement qui semblaient intentionnelles. Et si c'était, comme l'a prédit Edgar Cayce, une partie de la bibliothèque perdue de l'Atlantide, tout comme le monument de Yonaguni au large du Japon, ces terrasses massives et ces angles droits qui semblent trop intentionnels pour être naturels, d'autres structures apparaissent. Des anomalies au large de Cuba, détectées par sonar, montrant des motifs géométriques à 700 mètres de profondeur. Des structures étranges dans le golfe de Cambay, en Inde. Plus on enquête, plus les questions se posent. Si l'Atlantide est réelle, où est-elle? Certains la placent dans l'Atlantique, près des Açores.
D'autres, remarquant que le mot Atlantique de Platon pouvait signifier n'importe quelle mer ouverte, la cherchent ailleurs. En Espagne, Tartesso. Au Maroc, une théorie récente et fascinante pointe vers la structure de Richa en Mauritanie, un dôme géologique massif et érodique, vu de l'espace, ressemble étrangement au cercle concentrique décrit par Platon. Et puis, il y a l'Antarctique. La théorie selon laquelle, avant le dernier déplacement des pôles, l'Antarctique était libre de glace et abritait cette civilisation avancée. Le cataclysme n'était pas seulement une inondation, c'était un gel instantané. La bibliothèque de l'Atlantide serait là, parfaitement préservée sous 3 kilomètres de glace. Inévitablement, les théories spéculatives ont explosé. L'Atlantide n'était pas seulement une puissance de l'âge du bronze. C'était une civilisation mère globale, avec une technologie avancée, vol, énergie cristalline, génétique. C'était la bibliothèque originelle. Göbekli Tepe, les pyramides, Stonehenge, n'étaient-ils pas des développements indépendants, mais l'œuvre des survivants de l'Atlantide, essayant de reconstruire leur savoir perdu ou de laisser un avertissement? Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est simplement le désir humain d'un âge d'or perdu, un besoin de croire que nous étions plus grands que nous ne le sommes? Ce que nous savons, c'est ceci, le mythe de l'Atlantide est réel. Il est là, reposant silencieusement dans notre conscience collective. Qu'il s'agisse d'une allégorie philosophique, d'un souvenir géologique ou d'une histoire vraie, il reste non classifié, non résolu, intouchable. Pour l'instant, la bibliothèque reste dans l'obscurité, silencieuse, attendant sous les vagues ou la glace. Et la question demeure, si nous trouvions la preuve d'une humanité qui nous a précédés et qui s'est autodétruite, écouterions-nous son avertissement? La grande bibliothèque d'Alexandrie, le fantôme du savoir. Nous avons cherché des bibliothèques dans l'éther, dans la pierre ancienne et sous l'océan. Mais le mystère le plus douloureux n'est pas une bibliothèque que nous ne pouvons pas trouver, mais celle que nous avons trouvée et que nous avons laissée brûler. De l'autre côté de la Méditerranée, depuis l'Atlantide mythique, se trouve l'Égypte. Et là, dans la ville fondée par Alexandre, se trouvait la merveille intellectuelle du monde antique, la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ce n'était pas seulement une bibliothèque, c'était un centre de recherche universel. Le Muséon, fondé au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Par Ptolémée, elle avait une mission, collecter tout le savoir du monde. Les navires entrant dans le port étaient fouillés, non pas pour la contrebande, mais pour les livres. Chaque rouleau était saisi, copié par des scribes, et l'original était conservé dans la bibliothèque pendant que la copie était rendue au propriétaire. À son apogée, elle contenait peut-être 700 000 rouleaux de papyrus. La connaissance de la Grèce, de l'Égypte, de Babylone, de Perse, et peut-être même de l'Inde. C'est la Kératosthène a calculé la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante. C'est la Kérophile a découvert que le cerveau, et non le cœur, était le siège de l'intelligence. C'est là que Callimaque a créé le premier catalogue de bibliothèques au monde. Mais cette bibliothèque n'existe plus. Et le mystère n'est pas de savoir si elle a été détruite, mais comment, quand et par qui. L'histoire populaire blâme Jules César. En 48 avant Jésus-Christ, lors de sa guerre civile contre Pompée, il a mis le feu à la flotte égyptienne dans le port. Le feu, dit-on, s'est propagé aux entrepôts et a détruit la bibliothèque. Mais les érudits modernes doutent de cette histoire. La bibliothèque principale, le Muséon, a probablement survécu. L'incendie de César n'a peut-être détruit qu'un entrepôt de rouleaux destinés à l'exportation. Alors, qui l'a fait? Les sceptiques et les historiens ont analysé les données. Il n'y a pas eu une seule destruction, mais une mort par 1000 coupures. Une lente décadence sur 700 ans. Il y a l'empereur Aurélien en 272 après Jésus-Christ qui a détruit le quartier du palais en réprimant une révolte. Il y a le décret de Théodose en 391 après Jésus-Christ ordonnant la destruction de tous les temples païens. Le patriarche Théophile a mené une foule chrétienne zélée pour détruire le Sérapéum, la bibliothèque fille d'Alexandrie, qui contenait des dizaines de milliers de rouleaux. Et enfin, il y a la légende de la conquête musulmane en 642 après Jésus-Christ. Le calife Omar aurait déclaré « Si ces livres sont en accord avec le Coran, ils sont inutiles. S'ils sont en désaccord, ils sont dangereux. Détruisez-les. » Les rouleaux, dit-on, ont servi de combustible au bain public de la ville pendant 6 mois. La plupart des historiens considèrent cette dernière histoire comme une propagande ultérieure.
Mais la vérité est perdue. Mais le vrai mystère n'est pas qu'il a détruite. Le vrai mystère est, que avons-nous perdu? Ce n'était pas seulement de la poésie et de la philosophie. C'était de la science. C'était de l'histoire. Nous avons perdu l'histoire complète de l'Égypte en 30 volumes de Manéthon, ne conservant que des fragments cités par d'autres. Nous avons perdu les œuvres complètes des astronomes babyloniens. Nous avons perdu les pièces d'Échille, de Sophocle. Nous avons perdu les plans d'Héron d'Alexandrie, qui a construit un moteur à vapeur fonctionnelle, la sphère éolienne, 1700 ans avant James Watt. Et si la révolution industrielle s'était produite à l'époque romaine, où serions-nous aujourd'hui? C'est ici que commence la spéculation. La bibliothèque n'a-t-elle pas été complètement détruite? Une bibliothèque cachée dans la bibliothèque. Certains pensent que le savoir le plus ésotérique peut être hérité des prêtres égyptiens ou des survivants de l'Atlantide, selon certains, n'a jamais été conservé dans les salles publiques. Et si le Sérapéum, ou les chambres souterraines du Muséon, contenaient des rouleaux qui ont été sauvés, transportés secrètement à Constantinople, ou cachés dans le désert, comme les manuscrits de la mer Morte, des sociétés secrètes, des Rose-Croix aux francs-maçons, ont revendiqué être les héritiers de ce savoir perdu, une tradition orale transmise dans l'ombre pendant que le monde entrait dans l'âge sombre. Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est-ce simplement le chagrin de la perte culturelle, nous faisant imaginer des technologies perdues et des histoires secrètes? Ce que nous savons, c'est ceci, la grande bibliothèque est partie. Elle est là, un fantôme sur la côte égyptienne, un rappel de la fragilité du savoir. C'est la bibliothèque que nous avions, et que nous avons détruite par le feu, la négligence et le fanatisme. Qu'il s'agisse d'un accident tragique ou d'une série d'actes délibérés, son absence reste non classifiée, non résolue, irremplaçable. Pour l'instant, le savoir reste dans l'obscurité, réduit en cendres, attendant. Et la question demeure, si nous ne pouvons pas protéger le savoir que nous avons, méritons-nous de trouver celui que nous avons perdu? La bibliothèque intérieure, le code dans le sang. Nous avons cherché des bibliothèques dans la pierre la plus ancienne, dans les archives éthérées de l'esprit, dans des livres indéchiffrables, sur la surface de la terre, sous l'océan et dans les cendres de l'histoire. Nous avons cartographié les anomalies et suivi les échos de civilisations perdues. Mais dans toute notre quête, nous avons peut-être manqué la bibliothèque la plus proche et la plus étrange de toutes. Une bibliothèque que nous portons tous en nous. Une bibliothèque cachée non pas dans la pierre ou le papyrus, mais dans le sang et les os. La bibliothèque de notre propre ADN. Pendant des décennies, les biologistes ont été confrontés à une énigme. Lorsque nous avons séquencé le génome humain, nous avons découvert que seulement 2% de notre ADN code pour les protéines, les éléments constitutifs de la vie. Les 98% restants, nous l'avons appelé ADN poubelle, junk DNA. Nous l'avons supposé être un vestige inutile de notre évolution, un cimetière génétique. Mais, tout comme l'océan que nous pensions vide, plus nous regardons profondément, plus nous réalisons que nous ne savons rien. La science récente a découvert que cet ADN poubelle n'est pas du tout une poubelle. C'est un système d'exploitation complexe. Il agit comme un interrupteur, disant aux 2% restants quand s'activer, quand se désactiver. Il contrôle l'orchestre symphonique complexe de la vie. Mais, et s'il faisait plus que cela, c'est ici que commence la spéculation. Si l'ADN est un système de stockage d'informations, et c'en est un, le plus dense que nous connaissions, pourquoi ne stockerait-il que des plans biologiques? Et si ces 98% étaient une bibliothèque, le concept de mémoire génétique ou de mémoire ancestrale? L'idée que nous n'héritons pas seulement des traits physiques, mais aussi des souvenirs, des expériences et des traumatismes de nos ancêtres. Est-ce pour cela que nous avons des instincts? Une peur innée des serpents ou des hauteurs? Est-ce pour cela que certaines personnes font l'expérience de souvenirs qui ne sont pas les leurs? Carl Jung l'appelait l'inconscient collectif. Mais si ce n'était pas seulement psychologique, mais biologique, une bibliothèque de l'expérience humaine, écrite dans la double hélice. Ajoutant à l'intrigue, il y a le domaine de l'épigénétique. La science qui étudie comment l'environnement peut modifier l'expression de nos gènes. Des études ont montré que le traumatisme d'une génération peut être transmis, par des marqueurs chimiques sur l'ADN, aux générations suivantes. Le traumatisme est enregistré. Si le traumatisme l'est, pourquoi pas le savoir? Pourquoi pas la connaissance? Et si tout le savoir des civilisations perdues, l'astronomie de Göbekli Tepe, la physique de l'Atlantide,
n'était pas perdu du tout? Et s'il était dormant, caché dans l'ADN poubelle, attendant le bon environnement, le bon déclencheur, pour être déverrouillé? Inévitablement, les théories les plus spéculatives ont explosé. Et si l'humanité elle-même était une bibliothèque, certains théoriciens des anciens astronautes suggèrent que l'humanité a été génétiquement modifiée par des visiteurs. Et s'ils ont laissé leur savoir encodé en nous? Une bibliothèque vivante, conçue pour s'éveiller lorsque nous atteignons un certain niveau de conscience. Sommes-nous la bibliothèque que les Atlantes ont essayé de sauver? Le message dans la bouteille, c'est non. Y a-t-il vraiment quelque chose que la science ne peut pas expliquer? Ou est-ce simplement le désir humain de grandeur, le besoin de croire que nous sommes plus que de simples animaux, que nous portons un destin cosmique dans nos cellules? Ce que nous savons, c'est ceci. L'ADN est le système d'information le plus sophistiqué que nous ayons jamais rencontré. La grande majorité de son code reste non classifié, non résolu, à peine comprise. Peut-être que la quête pour trouver les bibliothèques cachées de la Terre n'est pas une quête extérieure, mais intérieure. Pour l'instant, le code reste dans l'obscurité, silencieux, attendant. Et la question ultime demeure. Nous avons regardé les étoiles. Nous avons fouillé le fond de l'océan. Nous avons déterré des pierres anciennes. Mais avons-nous déjà, une seule fois, vraiment regardé à l'intérieur de nous-mêmes?